Alors, bonjour. Aujourd'hui, dans nos capsules, on reçoit Samuel et Ruth qui sont travailleurs sociaux au CIUS de l'Estrichus qui interviennent dans le cadre du groupe TPL. Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'objectif, la première question que j'aurais, c'est il y a souvent des préjugés ou de la stigmatisation envers notamment les femmes qui vivent avec le trouble de personnalité limite. Qu'est-ce que vous entendez le plus ou qu'est-ce que les femmes vous rapportent le plus? Puis aussi de la part de vos collègues. Premièrement, il faut savoir, nous, les groupes, de la façon qu'ils sont composés, c'est majoritairement des femmes. Il y a des hommes, mais c'est majoritairement des femmes. Moi, ce que je dirais que j'entends le plus souvent, là, autant de la part des clientes que de mes collègues, c'est vraiment qu'ils sont manipulatrices. Souvent, on va entendre là, qu'au niveau des idées suicidaires, c'est pour une question de recherche d'attention, c'est pas réellement des idées suicidaires, il n'y a pas un réel envie de se suicider. Fait que souvent, moi, c'est vraiment ça que j'entends le plus là, de la part de mes collègues. Je sais pas si... Tout à fait. Puis, tu sais, je compléterais en disant que dans les faits, en termes de suicide complété, c'est une clientèle avec le plus haut taux de suicide complété. Fait que, tu sais, ça vient comme à l'inverse de cet argument-là. Puis, une autre chose qu'on entend beaucoup, beaucoup, c'est surtout de nos proches peut-être, puis des autres intervenants, c'est «Ah mon Dieu, t'es bon ou t'es bonne de travailler avec cette clientèle-là, sont tellement comme tout croche, intenses, moi je ferais pas ce job-là». Fait que, tu sais, on l'entend, l'intensité que les gens perçoivent juste avec le diagnostic, en fait. Fait que c'est ce qu'on entend le plus Oui. souvent. Donc, il y a comme une lourdeur Clairement. qui est associée à la clientèle. Puis, est-ce que dans les clientes, vous entendez aussi le fait qu'ils sont pas crus lorsqu'ils se présentent? Tu sais, tu disais, par exemple, c'est des personnes peut-être manipulatrices. Donc, lorsqu'elles se présentent même pour des soins de santé physique, est-ce que c'est des choses que vous entendez aussi? Ouais, souvent, il y a tout le temps l'idée de y en mettre tout le temps un peu Mhm. plus, ou ils en font tout le temps un peu plus pour que ça paraisse que ça va moins bien. Fait que souvent, c'est ça qu'on entend, puis ça a un impact parce que ben, ces gens-là, éventuellement, ils vont plus voir pour recevoir des services parce qu'ils se font dire non. Puis quand c'est réellement sérieux, ben on prend pas ça, les autres personnes ne prennent pas ça au sérieux. Fait que ça amène d'autres enjeux là, de plus par la suite, là. Oui, qui, par exemple, il y aurait un requis d'être hospitalisé, puis ils se font revirer de bord par le personnel de l'hôpital parce qu'il est écrit dans leur, tu sais, Mm. leur diagnostic, puis leur historique aussi. Fait que, effectivement, ils sont moins considérés, là. Lorsqu'elle se présente Oui. pour des enjeux de santé physique. Puis, comment vous voyez que ça l'affecte les femmes avec lesquelles vous travaillez, cette stigmatisation-là ou les préjugés qu'ils peuvent rencontrer quand vous êtes dans le groupe sur peut-être leur représentation de leur capacité, tu sais, ou dans leurs interactions sociales, comment ça les affecte? Ben nous, ce qu'on a remarqué, c'est beaucoup qui ont intégré un discours invalidant. Fait qu'ils vont, elles vont elles-mêmes s'invalider en disant: «Je suis une folle, je me fais dire que je suis une hystérique, je suis tout le temps trop émotive, trop réactive, j'ai jamais été adéquate». Fait qu'ils se mettent déjà en échec dans leur processus en disant: «Il n'y a plus rien à faire avec moi». Il y en a qui ont même entendu ça de la bouche de leur psychiatre: «Tu une cause perdue». Tu sais, là, je paraphrase, mais ça ressemble à ça. Fait qu'ils ont intégré ça, ce discours-là. Tu Ben, veux souvent, ça les rajouter? empêche d'aller vers les autres parce Oui. que ben, je sens que je suis trop tout le temps. Où ce Mm. que je vais, toute ma vie, je me suis fait dire que j'étais trop. Fait que j'ai comme intégré cette partie-là. Puis même avec les professionnels de la santé, je me fais dire que je suis trop. Fait que quand je vais rencontrer quelqu'un, ben, soit que je déballe tout mon sac la première fois que je la rencontre pour qu'elle soit au courant de ce qui se passe, ce qui fait des fois fuir les gens, ou ben je vais juste pas rencontrer les gens parce que ben je mérite pas ça. Je suis pas capable d'être en relation parce que justement j'ai mes habiletés sociales sont considérées par les autres comme pas bonnes. Vous me parlez hein, que ça les fait douter sur le plan de l'estime, que des fois, ils vont déballer leur sac pour être sûr que la personne reste dans la relation avec les employeurs, parce que vous avez des personnes dans vos groupes qui sont en emploi, Oui. vous avez des personnes qui sont sans emploi. Donc, avec les employeurs, comment ça se manifeste? Bien, en fait, on a entendu différentes histoires. Il y en a qui vont avoir une très grande honte à porter ce diagnostic-là, fait qu'ils vont le taire à leur employeur. Tu sais, on fournit souvent des lettres aux employeurs pour justifier l'absence du travail pendant les groupes. Fait que des fois, il y en a qui disent, ben, on veut pas que le diagnostic soit écrit, que ce soit identifié, mais il y en a d'autres qui vont utiliser leur diagnostic comme moyen de dernier recours pour s'accrocher à un emploi que ça fonctionne pas, par exemple.
puis qui se font dire, ben là, non, t'es TPL, tu sais, à demi-mot, je vais te licencier à cause du diagnostic. C'est pas franc comme ça, mais on le voit dans leurs histoires, là, que des fois, ça fait l'effet contraire, là. Donc, le Ouais. préjugé ou la stigmatisation va, au contraire, susciter un licenciement plutôt que Oui, d'aller vers aider la personne. tout à fait. Puis, ces enjeux-là, quand vous les rencontrez en groupe, quand les femmes vous parlent, qui ont vécu ça, comment vous travaillez cet aspect-là des préjugés ou de la stigmatisation dans le cadre de vos groupes? Je pense que la première chose qu'on fait, c'est on normalise beaucoup. La façon que notre groupe y est fait, c'est vraiment de normaliser chez cette clientèle-là les difficultés qui peuvent venir avec ce diagnostic-là, puis la stigmatisation qui vient beaucoup avec le diagnostic. Fait que souvent, on va aller normaliser que effectivement, que ça se peut que ça soit plus difficile, la gestion des émotions, par exemple. Mais c'est pas vrai que tout le monde dans la vie est bon dans la gestion des émotions. Fait qu'on va aller souvent nommer que le groupe, il devrait être présenté, puis idéalement, ça serait ça à tout le monde, à toute la population, pas juste aux gens qui ont un diagnostic de trouble de personnalité limite, parce que c'est pas vrai que c'est juste eux autres qui ont de la difficulté à gérer l'anxiété, les émotions, les pensées rationnelles. Tu sais, n'importe qui a ces difficultés-là, puis c'est pas vrai que c'est juste cette clientèle-là qui devrait bénéficier de ça. Heureusement, ils ont ce service-là disponible à eux, mais c'est pas quelque chose qui devrait être juste enseigné à eux autres, là. Fait que ça, c'est une des choses qu'on fait, que je pense au groupe, là, qui aide à normaliser un peu ce côté-là, là. Oui, puis on va s'intégrer beaucoup dans les exemples en disant, moi aussi, je trouve ça difficile. Moi aussi, j'ai déjà pété des coches. Ou, tu sais, on va se décoller du diagnostic, en fait, pour s'inclure, nous aussi, comme intervenants, que nous aussi, on a nos difficultés puis nos limites, hein. Puis aussi, bien, on va leur parler de rétablissement par rapport à ce diagnostic-là. Tu sais, dès le départ, on dit c'est un diagnostic qui s'est documenté, on peut se rétablir. Donc, c'est pas comme une étampe puis tu es pris avec ça le reste de ta vie. C'est vraiment, on va susciter l'espoir déjà au début en nommant les rétablissements. On a déjà fait venir aussi des pères témoignants, là, d'autres participantes qui ont passé à travers le processus puis qui disent, par exemple, j'avais pas d'emploi, maintenant j'en ai un. J'avais des idées suicidaires, maintenant j'en ai plus. Ou tu sais, qui vont aller susciter cet espoir-là. Puis on y croit, en fait, là. Puis ça, c'est un élément qu'on utilise aussi beaucoup dans le domaine de l'emploi, de montrer des gens qui se sont placés. Donc, c'est quelque chose que vous utilisez aussi, de prendre des femmes, OK, qui ont passé à travers le processus pour voir que c'est possible. Hein, l'espoir, c'est quelque chose à cultiver, que vous diriez, avec cette population-là? Oui, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui, en fait, c'est des gens qui se font dire toute leur vie souvent, des femmes qui se font dire que ben, il n'y a pas grand-chose à faire avec toi, t'as ce diagnostic-là par d'autres professionnels, des gens de leur famille, puis nous, je pense que l'idée, c'est de voir que c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. Il y a plein de choses à faire, en fait. C'est énorme, la possibilité de choses qu'on peut faire ensemble. Ça prend du travail, mais il y a une possibilité de travailler sur certaines choses. Puis, ben, avec les exemples des gens qui ont déjà participé au groupe, des femmes qui ont déjà fait le groupe, ça vient, en fait, créer cet espoir-là, puis montrer que, ben, effectivement, que ça va être du travail, mais je peux faire quelque chose pour rendre ma vie plus satisfaisante, puis que j'ai l'impression que ces difficultés-là sont pas aussi au premier plan avant de faire le groupe, là. Oui, puis c'est déjà arrivé, là, si je me trompe pas, qu'il y avait quelqu'un qui avait eu une invalidité à l'emploi, puis qu'à la fin du groupe était de retour sur le marché du travail. Fait que, tu sais, d'aller défaire l'idée que tu es comme plus capable d'être en fonction ou d'avoir un emploi qui va te permettre d'être satisfait dans ta vie, hein. Fait que le côté contrainte sévère, Oui, là, oui, même à ça, en faisant oui, le groupe, vous voyez que ça peut peut-être bouger tout à fait. cette étiquette-là que les femmes peuvent avoir. On parle du groupe, mais je me rends compte que depuis le début, on n'a pas nommé c'est quoi un peu le groupe que vous faites. Ah, Donc, oui. c'est combien de temps? Juste si vous pouvez donner un petit peu de détails là, par rapport à ça. Ouais, tu commences? Je peux. C'est sur 14 semaines. En fait, c'est un groupe thérapeutique. C'est 3 heures par semaine. Première heure, heure et demie, on a un thème qu'on aborde. Comme tantôt, Samuel parlait, l'estime de soi, les émotions, la gestion des émotions, tolérance à la détresse. Puis après, il y a une pause, puis il y a la portion thérapeutique.
La portion thérapeutique, chaque personne dans le groupe vont se fixer un objectif sur lequel ils travaillent durant la semaine. Fait que c'est un objectif individualisé. C'est pas de la psychothérapie, on est des travailleurs sociaux, mais c'est vraiment là où on va aller dénouer des choses quand même qui sont problématiques dans leur quotidien. Puis c'est la partie qui est la plus, en termes d'impact positif, là, c'est la partie la plus constructive. Fait que c'est ça. Quoi Ouais. Tu d'autre, sais, hein? l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller essayer des nouvelles façons de faire, découvrir comment je fonctionne, moi, pourquoi que quand je vis telle chose, mais je vis telle émotion, puis je sais plus quoi faire avec, pourquoi ça vient me peser aussi fort sur ma blessure, puis que tu sais, je m'en suis jamais rendu compte avant là, ou il y a jamais personne qui a mis de mots sur ça. C'est vraiment beaucoup ça, sur l'idée du groupe, puis tu sais, en première partie, c'est vraiment l'idée de comprendre c'est quoi le diagnostic. Comprendre, parce que souvent, c'est des gens qui ne sont même pas expliqués, ou se même pas dire qu'ils ont un diagnostic de trouble de personnalité limite. Fait que c'est vraiment de comprendre c'est quoi, comment ça se vit chez moi. Parce que c'est pas toutes les gens qui ont un trouble de personnalité limite, puis c'est pas toutes les femmes qui ont un trouble de personnalité limite qui le vivent de la même façon. Fait que c'est vraiment d'aller décortiquer avec chaque personne qui est dans le groupe, comment ça fonctionne pour moi. C'est quoi, qu'est-ce qui vient me toucher plus que la personne à ma droite. Tu sais, c'est quoi qui, pour moi, me parle plus, puis qui vient me faire plus réagir, puis comment je vais gérer ça maintenant. Qu'est-ce que je peux essayer? Ça fonctionne-tu pour moi? Non. Bon, on va essayer autre chose. Ça fonctionne-tu? Ouais, ça, il y a un petit résultat, fait qu'on va le continuer. Fait que c'est vraiment ça l'idée. Oui, Puis, puis vas-y. souvent, souvent, ce qu'on va entendre, je reviens un petit peu à ta question de tantôt, mais c'est des gens intenses, des très, très extravertis, tu sais, qui en mettent plein la vue, mais nos groupes sont composés de personnes très introverties aussi. Fait que des fois, ces gens-là, à la fois dans les films ou dans tu sais, dans tout ce qu'on voit au niveau TPL, ils vont pas se reconnaître. Puis là, c'est la première fois qu'ils se reconnaissent entre eux, de dire, hey, telle personne aussi est plus introvertie, ça se vit plus à l'intérieur, c'est problématique. Fait qu'il y a ça dans le groupe aussi, là, on va, pour la première fois, mettre des mots sur ce qui ressemble depuis si longtemps, finalement. Puis vous dites mettre des mots, mais Oui. justement dans l'approche que vous utilisez, il y a vraiment comme des feuilles avec toutes les émotions, puis Oui. tu sais, pour être capable de reconnaître ce que les personnes vivent, le gérer, mais aussi vraiment mettre des mots dessus pour lorsque je suis en relation, je suis en mesure de dire, ah, c'est de la colère que je suis en train de vivre, par exemple, en ce moment. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans ce que vous faites, là. Oui, tout Oui, à puis tu sais, fait. ça l'aide à aller voir, OK, là, on vient de peser sur tel bobo. La personne a pesé sur tel bobo sans le savoir, comment je vais réagir avec ça? Parce que souvent, c'est inconscient, je ne sais pas pourquoi je réagis, puis que je suis autant envahi que ça, puis que je me sens en détresse pour quelque chose que je ne sais pas ça vient d'où. Mais ça permet ça aussi de savoir, OK, on vient de peser sur telle blessure, je sais que c'est ça qui me parle en ce moment, fait que je sais maintenant quoi faire avec. Je sais que je peux aller utiliser tel outil maintenant pour diminuer cette intensité-là, puis après ça, je verrai qu'est-ce que je fais avec, là. Parmi les préjugés qu'on entend souvent par rapport aux personnes qui ont un TPL, c'est le fait que sont très intenses, que sur le plan relationnel, ils peuvent souvent être en crise. Euh, on sait que la dynamique de groupe est importante lorsqu'on intervient en groupe. Comment ça se passe au niveau de la dynamique de groupe? Ouais, souvent c'est ça qu'on entend, que c'est des gens qui sont tout le temps en crise, puis ça, tu sais, c'est juste ça. En fait, souvent, ces gens-là sont stigmatisés par la crise. En réalité, dans nos groupes, ça arrive très rarement que ces gens-là soient en crise, même si c'est un trouble relationnel, sont en groupe avec différentes personnes, tu sais, sont en relation, ben, les crises en groupe, moi, je dirais que c'est quand même assez rare. Majoritairement, c'est pas, il y a pas grand femmes qui font des crises en groupe. C'est vraiment, tu sais, ça peut arriver, hein, des fois ça l'arrive, là, qu'il va y avoir des Oui. crises en groupe, là. Puis quand ça arrive, on l'utilise en fait. On va vraiment utiliser la crise comme un moyen d'intervenir, tu sais, un levier d'intervention. Puis comme c'est relationnel, ce qu'ils vivent entre eux, on va l'utiliser aussi comme outil d'intervention. Fait que c'est les moments peut-être plus délicats quand ça arrive, mais c'est les moments les plus formateurs pour toutes les participantes en fait. Oui, puis comme on disait, c'est un peu l'idée d'aller voir encore une fois en dessous. C'est quoi qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait réagir par rapport à ça? Au lieu de juste entendre la crise. Hein, ça fait que c'est d'aller voir en dessous qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça te fait réagir? Qu'est-ce que tu aimerais dire à la place? Parce que souvent, c'est ça qui est retenu, là,
le comportement tu sais, mal adapté ou la phrase qui est mal sortie, mais c'est vraiment l'idée d'aller voir en dessous, ben, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça t'arrive souvent, ça, de te sentir comme ça, puis d'aller travailler, en fait, cette partie-là? C'est comme si la crise est utilisée comme une occasion d'apprentissage, des interrelations, parce que là, c'est en groupe, puis on sait que les relations, c'est des éléments qui sont à travailler pour Ouais. certaines personnes. Donc, vous l'utilisez, mais vous tenez quand même à dire que c'est assez rare. Donc, le stéréotype de on va travailler de la dynamique de groupe et ça va éclater à tous les jours. C'est pas ça vos groupes. Non. Donc, je pense que c'est un préjugé sur Mhm. lequel on peut ensemble déjà intervenir aujourd'hui. Mhm. Qu'est-ce que vous auriez à livrer comme message à vos collègues ou vos futurs collègues? On en a plusieurs, je ben en fait, tu sais, le premier, c'est de garder une curiosité, une ouverture d'esprit, d'être capable de se faire sa propre opinion par rapport à peu importe le diagnostic de la personne, d'avoir, c'est ça, là, cette soif curieuse de découvrir la réalité de la personne qui est devant soi. Ouais, puis de prendre les gens, en fait, d'essayer d'oublier ce diagnostic-là, de s'intéresser à la personne, ses forces, ses difficultés, puis d'oublier, en fait, que cette personne-là a un diagnostic. En fait, de pas la juger en premier plan pour ça. Hein, fait que vraiment d'aller voir cette personne-là, c'est quoi qu'elle me présente, c'est quoi qui se passe, puis d'aller nuancer, moi, ce que je peux vivre par rapport à ça. Hein, fait que d'essayer de diminuer cette partie-là, puis vraiment m'intéresser à la personne, c'est quoi qu'elle me démontre, c'est quoi qu'elle me dit, c'est quoi qu'elle vit, elle. Donc, au-delà du diagnostic, qui est la personne, c'est quoi ses Voilà. intérêts, ses valeurs, ses forces, et ben, de travailler comme vous le faites aussi sur des éléments de difficulté qu'elle peut vivre, mais en ayant toujours ce souci-là de la voir comme au-delà de ces difficultés-là. Tout à fait. Ouais. Donc, mais merci beaucoup pour d'avoir pris le temps aujourd'hui. Le travail de déstigmatisation, c'est un travail qui est important pour justement que les personnes puissent recevoir les services par des personnes qui sont engagées puis qui les voient du lieu de leurs ressources. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci. On a reçu aujourd'hui Samuel et Ruth qui nous ont montré qu'il y a encore du travail à faire pour l'intervention auprès des personnes qui ont un TPL, pour travailler sur la stigmatisation qui, comme on l'a vu, les affecte dans leur estime de soi, les amène à ne pas toujours consulter alors qu'ils auraient des besoins en orientation, des besoins en psycho, des besoins au niveau de la santé. On a donc un travail à faire avec les personnes aussi pour qu'elles reconnaissent leurs forces, qu'elles soient capables d'être en mesure de voir leur capacité à s'insérer de manière durable en emploi. Et on voit aussi qu'il y a un travail à faire avec les employeurs pour faire des liens tripartites, s'assurer que les personnes ne sont pas jugées lorsqu'elles décident de dévoiler leur diagnostic et que ça c'est pas une raison pour des licenciements qui, bien qu'ils ne sont pas légaux, peuvent se réaliser comme nous parlait Ruth. Donc, encore du travail à faire avec les personnes et au nom des personnes dans une perspective d'advocatie et de justice sociale. Merci.